Bonjour à tous, bienvenue dans 3 minutes chrono. Cette semaine, je me trouve avec le père Fouché. Bonjour mon père. Bonjour Marie. Êtes-vous d'accord avec le philosophe Leibniz qui estime en gros que si le mal existe, c'est parce que Dieu voit le bien général avant le bien particulier? Alors c'est vrai que la question du mal est une question qui finalement nous hante tous, et puis c'est toujours très beau lorsqu'un philosophe veut prendre la question à bras-le-corps. Là où je peux pas suivre Leibniz, c'est que si Dieu est père, on peut pas avoir un père qui nous dise: moi je m'occupe de ton bonheur en général, alors les détails je m'en occuperai pas. Comme s'il disait: écoute, moi j'ai prévu ce qu'il faut pour ton éducation, maintenant si tu te brûles avec la porte du four, ça c'est ton problème. Donc si le Dieu des chrétiens est un père attentif à ses enfants jusque dans les moindres détails, eh ben on peut pas rentrer dans la pensée de Leibniz qui nous dit le mal existe parce que Dieu s'occupe que des choses en général, du bien en général, et le bien particulier, il s'en préoccupe pas. Il se préoccupe de tout. Alors une fois que je vous ai dit ça, ça n'explique pas pourquoi le mal existe, notamment le mal en particulier. Ça c'est vrai. Et là pour le coup il y a une part de mystère au sens de quelque chose qui dépasse ce que notre intelligence peut comprendre. Mais un Dieu qui ne s'occuperait pas de nos détails ne serait pas un Dieu digne de foi. Le bien général, c'est faire en sorte que tout soit en accord et tout se concorde parfaitement, enfin que ça marche, que ça fonctionne, et non pas oui, justement, les doigts qui se coincent dans la porte du four, c'est un détail en soi. Enfin, je vois pas pourquoi Dieu bien sûr ne le veut pas, mais il peut pas agir comme ça pour tout le monde. Ah mais Dieu peut agir, la question c'est ce que nous on veut bien qu'il agisse dans notre vie, c'est ça la vraie question de fond. Le mal, c'est le fait de s'éloigner du bien. Finalement, le mal, c'est comme vous imaginez que le bien, c'est un magnifique feu de camp. Alors quand on est près du feu de camp, il fait bien chaud. Puis plus je me recule, plus il fait froid. Eh bien finalement, c'est un petit peu ça notre expérience humaine. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on empêche la chaleur qui émane du cœur de Dieu de nous rejoindre et d'agir dans nos vies. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un choix de se coincer les doigts dans la porte du four. C'est de la maladresse. Mais un père, dans une maison, lorsqu'il voit que son enfant va aller se mettre son main sur la porte chaude du four, il se précipite pour empêcher autant que possible l'événement. Oui, mais parce qu'il n'est pas Dieu, non. Oui, mais Dieu, il le fait. D'accord. Dieu, il se précipite pour qu'on évite des bêtises. Mais en fait, c'est normal, Marie, parce que le mal nous dépasse et comme il nous fait mal pour le coup, et quelles que soient les paroles qu'on dise, elles sont insuffisantes. Ça, c'est profondément vrai. Merci beaucoup mon père, et à la semaine prochaine. Merci. Pascal Jacob, bonjour. Bonjour. Une question sur le pouvoir. Pourquoi, dès qu'une personne a un pouvoir, cherche-t-elle presque automatiquement à en abuser? Alors ça, c'est une question vraiment d'actualité, on pourrait dire, parce que on ne vise personne, Non, bien sûr, mais la quête du pouvoir est partout. En fait, le plaisir est toujours la réponse à une satisfaction d'une certaine disposition, d'une certaine volonté. Donc, chaque fois que notre volonté ou notre désir ou notre inclination est satisfaite, eh bien nous éprouvons un plaisir, une joie. Bon. Et par conséquent, le pouvoir étant la facilité avec laquelle nous pouvons satisfaire ces inclinations, forcément le pouvoir est source d'un grand plaisir. Donc plus nous avons du plaisir, plus nous souhaitons en obtenir, le conserver, et comme le pouvoir est un moyen d'accomplir notre volonté, eh bien nous y cherchons du plaisir. Bien sûr, on va constater, c'est évident que cette recherche n'est pas forcément ordonnée, elle est même assez souvent désordonnée. Mais ça, c'est le désordre inhérent, finalement, à la vie humaine. Notre vie n'est pas nécessairement et toujours sous le signe de l'ordre, de la perfection. Donc, nous avons à faire un effort pour ordonner notre volonté d'une manière générale, non pas à ce qui nous paraît à nous être un bien, mais à ce qui est réellement un bien. Et donc tout l'enjeu par exemple de la vie morale, c'est d'ordonner notre volonté, non pas seulement au bien que nous considérons comme un bien, mais de l'ordonner au véritable bien, qui est aussi un bien pour nous, forcément. Et du coup, le pouvoir lui-même est un bien, parce que c'est la capacité d'accomplir des choses,
qu'il soit politique ou peu importe. Le pouvoir lui-même est toujours un bien, mais ce que nous devons faire, c'est essayer d'ordonner ce pouvoir à un vrai bien, par exemple au bien commun dans la société. Bon. Et comme c'est un vrai bien, en fait, il va nous satisfaire. C'est-à-dire que l'homme qui exerce son pouvoir en vue du bien commun sera aussi satisfait, mais ça demande un effort pour rectifier, en quelque sorte, notre volonté de pouvoir. Maintenant, ça c'est le pouvoir, c'est la raison, la réponse à la question pourquoi dans le sens du but. Hein, quel est le but ? Maintenant, il y a peut-être les raisons, on va dire, avant. Quelle est la cause première, on va dire ? Et là, on n'a pas tellement de réponse d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire, ça reviendrait à se demander, finalement, pourquoi nous voulons toujours trop ? Pourquoi est-ce que notre volonté n'est pas toujours ordonnée ? Ça, c'est la question de l'origine du mal, et auquel le philosophe, au fond, ne répond pas tellement. Parce que le mal est là. Il n'est pas essentiel aux choses, mais il est là, et il n'y a que la foi pour dire, le mal ne résulte pas de la création, mais le mal a été introduit dans le monde humain par autre chose que l'homme. Et finalement, le philosophe non plus ne peut pas dire plus. Pascal Jacob. Pascal Jacob, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Une question intéressante. Pourquoi est-ce que je garde en mémoire une offense qu'on m'a faite il y a très longtemps ? L'oubli, ça ne marche pas à tous les coups ? Oui, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Nietzsche dit que l'oubli est une forme de sécurité pour l'esprit. C'est-à-dire que il nous faut oublier un certain nombre de choses de manière à avoir un certain confort. C'est une sorte de progrès du vivant d'être capable d'oublier. Maintenant, il y a des oublis, des choses que nous oublions qu'il ne faudrait pas oublier. Ah ça oui, c'est bon. Nous sommes bien placés pour le savoir. Et il y a des choses dont nous nous rappelons et dont effectivement nous aimerions bien nous passer de nous rappeler. Alors, ça c'est la dimension, on va dire, philosophique, c'est-à-dire finalement, l'oubli est une sorte d'arme pour la conscience qui va oublier ce qui la met trop mal à l'aise ou qui va, au contraire, se rappeler d'un certain nombre de choses. Alors c'est vrai, c'est une question qui est à la limite un petit peu de la psychologie ou même peut-être de la psychiatrie, c'est-à-dire que nous avons dans notre cerveau une mémoire et nous avons en fait deux mémoires. Nous avons une mémoire qu'on appelle la mémoire implicite et la mémoire explicite. La mémoire explicite, c'est je me souviens et je me souviens que je me souviens. Je sais que je me souviens. Par exemple, si on vous demande votre date de naissance, vous dites « Ah bah oui, je me rappelle bien la date de naissance ». En revanche, nous avons aussi ce qu'on appelle une mémoire implicite, c'est-à-dire des souvenirs que nous avons et qui, un peu comme dans les ordinateurs ou dans d'autres êtres semblables aux ordinateurs, des êtres qui gardent des choses en mémoire, vous voyez, et qui ressortent cette chose-là au mauvais moment, si vous voyez ce que je veux dire. Et par conséquent, ça c'est la mémoire, disons, implicite. Et cette mémoire implicite, elle est souvent liée à nos sentiments, à nos émotions, c'est-à-dire à cette partie du cerveau qui est proche de cet organe de la mémoire implicite, une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique et qui conserve les émotions, qui fixe, disent les psychologues, les émotions. Ici, l'intérêt, c'est justement de nous faire acquérir une certaine expérience des choses, c'est-à-dire que les perceptions que nous avons, les gens que nous rencontrons, eh bien, nous les associons à des émotions. Ça nous permet de se souvenir des choses. Alors, toujours, le principe, c'est que tout cela est ordonné à la vie. C'est-à-dire que si nous nous rappelons, par exemple, de quelque chose qu'on nous a fait de mauvais, c'est parce que finalement, notre corps vivant cherche à conserver l'expérience de ce qui a été mauvais pour l'éviter à nouveau. Mais nous sommes des êtres intelligents et donc nous avons la capacité, la liberté, de quoi faire avec cette connaissance. Bien sûr, j'oublie pas, je vis avec, mais c'est pas pour ça que je suis déterminé à mordre celui qui m'a fait des soucis, des ennuis. Pascal Jacob, merci.